Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paola Fabiani. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. On va parler de vous puisque vous êtes une décideuse engagée, on va le voir. Vous êtes présidente fondatrice de Wisecom. Vous êtes également vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat et porte-parole du MEDEF. On va en parler aussi, de votre engagement surtout. Vous avez débuté votre carrière dans le télémarketing, c'est ça? Tout à fait. Racontez-nous un petit peu votre parcours, Paola Fabiani. Alors j'ai un parcours un peu atypique. J'ai passé mon bac relativement tôt avec un bac scientifique. Puisque Quand vous dites relativement tôt, c'est à quel âge? 15 ans et demi à peu près. Ah oui, non, c'est quand même très tôt. Et en sortant, j'hésitais un peu sur la voie comme souvent. Et finalement, j'ai fait Sciences Éco à Assas. Et puis ensuite, j'ai fait un diplôme d'expertise comptable. Et en parallèle de mes études, à 18 ans, je rentre par hasard à Téléperformance, leader français et mondial des centres d'appel. Et donc, je découvre ce métier, très peu connu comme toujours finalement. À travers un stage, j'imagine? Alors pas du tout, non, petit boulot. D'accord. Téléconseillère. Okay. Et donc, je découvre ce métier, ces différents secteurs d'activité. Assez rapidement, j'évolue. Et donc, je deviens manager très vite. Et effectivement, là, je découvre une science fabuleuse qui est le management. Et je me prends de passion pour le management. Directrice des opérations à 24 ans, c'est pas rien. Et donc, j'évolue au fur et à mesure, etc. Je fais différentes entreprises et je finis directrice des opérations du groupe Armatis pour être ensuite recrutée par mon client qui s'appelait à l'époque Neuf Télécom, vous connaissez bien. Bien sûr. Et pour être directrice des ventes au grand public, vente directe, à, je dirais, l'époque... l'explosion des télécoms, etc. Et donc, effectivement, il fallait piloter l'ensemble des centres d'appel derrière qui géraient les demandes prospects et clients. Et puis, fort de cette double expérience, avec mes associés, on décide de créer Wisecom. Votre propre boîte, Wisecom. Tout et là, à vous fait. prenez carrément le contre-pied des centres d'appel. Et là, effectivement, on prend le contre-pied des centres d'appel. Alors, les centres d'appel, c'est la grande époque qui est toujours de la délocalisation, en Afrique du Nord, à Madagascar, le offshore. Et nous, on décide de se créer en France, à Paris, et prouver qu'on peut être compétitif avec deux leviers. Le premier, la RSE, pour attirer les talents, donc avoir le choix dans les profils. Donc, comment faire venir des personnes à un métier pas forcément valorisé. Ouais. Et puis, le deuxième levier, et puis aussi les fidéliser, très important, puisque c'est à la fois un gage de qualité. En plus. Ouais. Tout à fait, il y a beaucoup de turnover. Donc, c'est un gage de qualité pour nos clients, puis c'est une économie pour nous. En plus, dans un métier où il n'y a pas d'école de formation, donc c'est très important de capitaliser, alors que c'est un vrai métier, on fait beaucoup de choses, donc capitaliser sur les savoir-faire. Et puis un deuxième levier, l'IA, les technologies. Très tôt, on se dit, prenons les technologies pour pouvoir réduire les volumes d'interaction et finalement concentrer l'humain là où il a un vrai talent. Et donc maintenant, on a plusieurs sites sur toute la France, dont notamment à Paris, mais aussi en Corse, et on a à peu près 450. Et du coup, c'est un modèle qui marche, qui fonctionne. Le fait d'être aujourd'hui, le fait d'être implanté dans le pays, c'est important aussi, puisque le fait d'être trop loin, finalement, c'est plus forcément très porteur. Alors, il y a eu pas mal de bouleversements quand on crée Wisecom, c'était en 2005, 20 ans plus tard, j'ai toujours du mal à dire ça, 20 ans plus tard. Entre-temps, beaucoup de bouleversements sont arrivés, des bons et des moins bons, mais effectivement, il y a eu notamment l'IA, il y a eu notamment le télétravail, il y a un certain nombre de choses. Donc finalement, on se rend compte qu'on est un modèle finalement émergent qui permet d'attirer des clients et de venir concurrencer des centres qui sont délocalisés en travaillant sur les sujets que j'ai donnés. Créé en 2005, vous me parlez d'IA, mais vous l'avez intégré très tôt finalement dans votre façon d'appréhender le télémarketing? Alors c'est assez atypique parce qu'effectivement le centre d'appel fait partie des 10 métiers les plus touchés par l'IA, c'est-à-dire qui vont avoir le plus de réduction d'emplois, de chiffres, etc. Nous, on l'abordons très tôt parce qu'on a une conviction, c'est de se dire réduisons les interactions, ça ne sert à rien, l'IA peut faire des choses très bien, très automatiques. Typiquement, quand vous allez savoir où en est votre commande, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un humain au téléphone. Par contre, quand vous avez un dégât des eaux, vous voulez avoir quelqu'un. Et donc, travaillons sur le talent humain, talent relationnel, talent émotionnel, ce qui en plus a l'avantage de monter en gamme notre métier et de le rendre, au fur et à mesure, moins répétitif, donc plus intéressant, plus valorisant pour nos salariés. Alors, on va parler de la création d'entreprise que vous avez fait quand on est une femme. C'est compliqué? Alors, est-ce que c'était compliqué à votre époque? Est-ce que ça l'est moins aujourd'hui? C'est ça. Alors, moi, j'ai créé relativement tôt, donc j'ai tendance à dire j'ai créé mon entreprise à 26 ans. Donc, effectivement, la grande chance de créer une entreprise à cet âge-là, c'est qu'on n'a pas forcément d'enjeu
dans le sens où effectivement on n'a pas la responsabilité d'une famille, etc. etc. Oui. Donc, mais il y a l'âge, 26 ans, est-ce que c'est suffisamment sérieux pour exactement. être crédible? A contrario, par contre, effectivement, on était 4 à la création, 2 femmes, 2 hommes. Ce sont les femmes qui se sont occupées d'essayer de lever des fonds et on n'a pas levé de fonds. Ah. Alors, je ne sais pas s'il y a un message. Alors, peut-être que le projet était trop atypique pour effectivement lever des fonds, ce qui est certainement très logique. Et en même temps, effectivement, je pense qu'on avait une capacité à se valoriser, se mettre en avant qui était sûrement assez restreinte. Et donc, effectivement, il y a des sujets. Après, effectivement, être une femme et créer une entreprise, moi, je pense que c'est la mixité qui compte. Ce qui est intéressant, c'est comme on a toujours été finalement très mixte, naturellement, on a pris un peu les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est un peu ça, c'est la vraie complémentarité pour moi qui compte. Oui, oui, donc vous dites clairement que les femmes ont d'autres compétences finalement que les hommes. À l'heure où on veut tout mettre à même niveau en termes de formation, alors pour vous, ce n'est pas le cas forcément. Je ne parlerai pas forcément de compétences, mais de traits de caractère. Ouais. C'est-à-dire que finalement, effectivement, les femmes vont avoir souvent, on le dit, hein, mais une forme d'empathie, mais les hommes peuvent en avoir aussi, donc il ne faut pas faire de grandes généralités. Les femmes bien sûr. Mais souvent, on le voit souvent, un manque de confiance qu'on pourrait analyser. Est-ce que c'est natif ou est-ce que c'est l'éducation qui fait ça ou l'orientation? Mais un manque de confiance qui est plus avéré chez les femmes. Une prudence, mais qui peut aussi servir dans l'entrepreneuriat. D'où l'intérêt de la complémentarité. D'accord, je comprends. On parlait des centres d'appel à l'étranger, ce que Wisecom ne fait pas. Alors, en tant que évidemment engagé au sein du MEDEF, comment est-ce que vous appréhendez, comment est-ce que vous voyez ces entreprises qui partent à l'étranger? Le problème des délocalisations aujourd'hui, c'est un énorme enjeu en France. Comment faire revenir l'industrie en France, d'après vous? Je pense qu'effectivement, la question, c'est pas pourquoi. La question, c'est comment faire revenir les entreprises, comment leur donner envie de rester. Et donc, effectivement, très rapidement, on parle compétitivité, on parle attractivité. Donc, on a vu qu'un certain nombre de démarches comme Chose France, etc. La France est attractive. Très attractive. Elle fait partie des premiers pays attractifs. On l'a encore vu dernièrement avec le sommet de l'IA, etc. Donc, effectivement, la France est attractive, mais il y a des questions de compétitivité et très vite, on va en arriver sur l'imposition, sur le coût du travail, etc. Donc, effectivement, donnons envie aux entreprises de rester en France pour toutes les belles raisons qu'il y a déjà et en même temps, développons cette attractivité. Un sujet peut-être, l'IA est un bon levier pour moi pour la relocalisation. Puisque effectivement, l'IA, un peu comme notre modèle chez Wisecom, c'est qu'effectivement, les centres d'appel, très traditionnellement, sont partis offshore pour une question de main-d'œuvre à plus bas coût. Donc, pour aller rechercher une main-d'œuvre à plus bas coût. Et effectivement, l'IA vient concurrencer directement cette main-d'œuvre, puisque moins cher que l'IA. Donc, il y a peut-être un créneau sur la revalorisation des compétences sur des travails à plus forte valeur ajoutée. Mais ça n'empêche que le point de la compétitivité et de donner les moyens aux entreprises d'être compétitives est essentiel. En ne les taxant pas trop, hein, c'est aussi la clé qui fait débat. Vous avez cette expérience entrepreneuriale, vous vous êtes j'en parlais, également engagé au sein du MEDEF, pour quelle raison? Alors, l'engagement, ça a été quelque chose qui est venu assez tardivement, alors pas dans l'âge, mais plutôt dans la création de l'entreprise. C'est toujours des rencontres. J'ai rencontré une personne qui m'a proposé d'aller dans des réseaux. Et donc, effectivement, moi, je n'avais jamais fait ça. Je pense que l'entreprise avait au moins 7 ou 8 ans. Donc, effectivement, de fil en aiguille, on m'a proposé d'aller au MEDEF. Et moi, j'avais une image du MEDEF. J'aime bien le raconter parce que je pense que c'est important. En étant plutôt une jeune femme, chef d'entreprise, mais à l'époque plutôt d'une PME. Là, on est en train de devenir une petite ETI. Et bien, effectivement, pour moi, ce n'était pas le MEDEF. Oui, vous pensiez que c'était plutôt des Christine Lagarde des grands groupes, etc. Et en fait, j'ai découvert avec grand plaisir ce que faisait le MEDEF et comment finalement le MEDEF s'adressait à des entreprises telles que moi. Donc, c'est pas que les grands patrons. Non, le MEDEF, j'aime le dire, je rappelle, c'est 85% de PME et de TI. C'est, alors je le dis parce qu'il y a 2 chiffres quand même, 120 territoires, les MEDEF territoriaux et plus de 102 fédérations. Donc finalement, c'est la représentativité globale. Et j'ai découvert le rôle du MEDEF. Vraiment, et tout ce qu'on peut y apprendre, à la fois en termes d'enrichissement personnel pour son entreprise, pour comprendre et avoir un temps d'avance, mais aussi tout ce qui est la solidarité et l'entraide,
le lobbying, et puis le rôle au niveau du paritarisme, on en entend parler, les accords, puisqu'on arrive à se mettre autour de la table et mettre en avant et à faire des compromis pour faire des accords comme le partage de la valeur, par exemple, et autres. Donc c'est vraiment ces triples rôles qui sont intéressants. D'accord. Il y a des vrais programmes aussi d'aide au MEDEF qui ne sont pas que axés sur la défense des entreprises, etc. Ou comment ça se passe? Alors oui, tout à fait. Il y a toutes les tâches de fond qui sont importantes, qui sont les travaux de fond, pardon. Donc effectivement, on a fait notamment un sommet et des travaux sur l'orientation, avec plus de 16 propositions sur l'orientation des jeunes et des moins jeunes. Essentiel. On a fait un sommet, on a fait un tour de France de l'IA. Le MEDEF a un rôle de sensibilisation et d'accompagnement de ces entreprises adhérentes. En tant que première organisation patronale, effectivement, il y a un rôle majeur de sensibilisation, d'accompagnement, autre que les sujets politiques qu'on connaît. De finances publiques dont on parle beaucoup. En ce moment, le travail, c'est la clé, selon vous? Bon, je le demande de façon un peu générale, hein, parce que le débat est quand même très, très pointu et change beaucoup. Mais le travail, c'est la clé, selon vous? Travailler plus? Alors, il faut repréciser. C'est le taux d'emploi qui est une des clés. Alors, la première clé, c'est quand même de limiter la dépense publique. Bien sûr. Voilà. Mais tout de suite derrière, c'est le taux d'emploi. Ça veut dire quoi, le taux d'emploi? On a 6 Français sur 10 qui ne travaillent pas. Donc, l'idée, c'est pas forcément de travailler plus d'heures, mais par contre, de mettre plus de personnes au travail. C'est comment travailler sur les jeunes, comment travailler sur les seniors. Et ça passe par là. D'accord. Et le travail, en général, pour vous, doit évoluer en quoi? En termes d'heures, travailler plus, doit se réadapter. On ne travaille plus aujourd'hui de la même façon que l'on travaillait il y a 10 ou 20 ans, par exemple. Oui, mais on ne peut pas travailler de la même façon, puisque déjà, un phénomène majeur est rentré dans notre champ qui s'appelle l'IA. Donc, on ne travaillera pas de la même façon, et au contraire, je pense que entreprises et salariés doivent s'adapter à ces grandes transformations. Donc, le travail va évoluer. Et en général... Mais l'IA est répandue, parce que j'ai vu que c'était 6% des entreprises. Alors, c'est pas beaucoup quand même. L'IA, effectivement, la France est un peu en retard sur l'intégration de l'IA. Et donc, effectivement, au MEDEF, on travaille beaucoup à justement faire en sorte que nos entreprises voient l'intérêt, intègrent l'IA avec ça. C'est pas forcément évident, il faut être clair, parce qu'en fait, on voit pas forcément ni l'intérêt et surtout comment faire. Je pense que l'intérêt, tout le monde le voit, le comment est plus complexe. D'accord. Donc, effectivement. Donc, ça passe aussi par la formation, j'imagine. Exactement. On va passer à la question de nos partenaires à présent, à commencer par LeafPath, qui est leader dans la formation en assurance. C'est juste après le jingle. La question de LeafPath, pour vous, celle que vous avez choisie, Paola Fabiani, c'est celle-ci. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place au cours de votre carrière et dont vous êtes la plus fière? Alors, on a beaucoup travaillé sur le tremplin social, etc. Dans un métier comme le centre d'appel, on a tout type de population, donc des jeunes, des moins jeunes, des seniors. Et donc, en fait, un des dispositifs qu'on a mis en place qui me semble-t-il, fonctionne bien, puisqu'on a 90% de promotion interne, c'est-à-dire que nos directeurs ont commencé en tant que téléconseillers. Donc vraiment un principe de promotion, c'est le scoutisme. Ah, intéressant. Alors le scoutisme, le scout c'est un terme qu'on a emprunté au mannequinat ou au sport, ou au foot, qui vise à finalement repérer des jeunes talents très tôt. Alors les mannequins, on a l'exemple de Laetitia Casta, très souvent on la repère sur une plage en Corse et des joueurs de foot, voilà. Et donc en fait là, le principe appliqué à notre entreprise est le suivant, les managers, tout manager peut repérer, scouter donc, un téléconseiller pour le proposer en testing métier. Et donc, en fait, on a des réunions de scouts qui sont formalisées, un process de scouts qui sont formalisés tous les trimestres, ainsi de suite. Et derrière, si la personne, à ce moment-là, est validée par le comité scout, eh bien, on lui propose de tester le métier. Parce qu'en France, par exemple, tout le monde veut être manager. Mais tout le monde n'a pas forcément les qualités pour être manager. Et puis finalement, surtout, quand la personne devient manager, finalement, elle n'aime pas toujours ça. C'est juste qu'on symbolise ça comme la voie royale et qu'effectivement, voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et donc, en fait, on va travailler pour mettre en situation la personne dans un cadre très défini pendant 3 mois où elle va pouvoir tester le métier. Donc, ça va être management, mais on a aussi des testings métiers en commerce, en RH,
en IT. Et donc, à chaque fois, on organise ce principe-là. Et ça permet de faire de la promotion interne. Et ça permet aussi de faire de la diversité. Évidemment, tout à fait. Question de Toscaloop à présent, l'accélérateur de stratégie sociale, juste après le jingle. La question de Toscaloop, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous agissez concrètement au sein de votre entreprise pour améliorer le bien-être au travail? Alors, on parlait de diversité, mais là, c'est le bien-être. Comment est-ce qu'on les garde, ces collaborateurs? Alors, sujet essentiel chez nous, parce que comme je vous le disais, c'est un des leviers de notre compétitivité, c'est la RSE. Donc, finalement, et donc la fidélisation en place. On voit vraiment la RSE comme un sujet, encore une fois, je l'ai dit, de compétitivité. Donc l'idée, c'est toujours de lier les deux. On a mis des actions, certaines plus marquantes. La première, c'est se porter caution pour le logement de nos salariés. Centre d'appel à Paris, donc rayonnant sur l'Île-de-France, on connaît la difficulté à se loger. Et on se porte caution pour le logement de nos salariés et on propose un prêt. Tous vos salariés? Alors, nos salariés en CDI, puisqu'on a une partie en CDD, on est à 30%. Voilà. Mais oui, tous nos salariés qui en font la demande. On se porte caution parce que finalement, on a souvent des salariés, soit des plus jeunes, soit des moins jeunes, qui cherchent à se loger mais qui n'ont pas forcément l'assise financière nécessaire. Puis on connaît aussi la difficulté à avoir un dossier. Dans une grande ville comme Paris. Ouais, et en Ile-de-France en général, d'avoir le dossier. Paris, ça ne simplifie pas. Voilà, exactement. Évidemment. Et donc d'avoir le dossier qui correspond bien. Donc en fait, on se porte caution pour le logement de nos salariés et derrière, on propose un prêt à l'emménagement. Parce que souvent, c'est un peu les doubles difficultés, c'est-à-dire non seulement je dois trouver un appartement, mais ensuite je dois déménager, ce qui engage des coûts. Donc on a mis ça en place, notamment. On met aussi en place des actions de formation, des actions autour des crèches plus traditionnelles. On met en place ce principe de scout et de testing métier, ce qui améliore le bien-être. Et puis là, on a travaillé aussi sur la sensibilisation de nos salariés avec une solution qui s'appelle Pur Engagement, qui évalue la sensibilité environnementale par une évaluation par des biais cognitifs pour savoir finalement comment on pourrait travailler sur la sensibilisation de nos salariés, notamment sur l'environnement. Le bien-être, ce n'est pas seulement le bien-être au travail, c'est le bien-être par rapport à sa vie en général. Tout à fait, exactement. Petit point peut-être à rajouter, on a mis en place le flex working. Donc c'est un mix télétravail présentiel qu'on connaît, mais sauf qu'on l'a fait un peu à notre sauce, avec l'idée de proposer à nos salariés 3 possibilités, 100% télétravail, 100% présentiel et un mix télétravail présentiel toutes les semaines. Et tous les 6 mois, on revoit ensemble leur évolution, à la fois en termes de besoins en formation, de résultats, mais aussi leur situation personnelle qui peut bouger, pour se reposer la question. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle. Cette fois, c'est vous qui allez interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'imagine beaucoup de choses, en tout cas, voilà, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez la parole. C'est droit dans les yeux, face caméra. Privilégier absolument la compétitivité de nos entreprises pour leur permettre de répondre aux grands enjeux qui sont notamment la transition environnementale, mais aussi les enjeux d'intégration de l'IA et puis d'augmentation du pouvoir d'achat, parce que la compétitivité génère à la croissance qui permettra aussi à chacun de mieux vivre. Voilà, le message est passé, message très général, mais c'est toujours la ligne, en tout cas, évidemment, que vous portez. Merci beaucoup, Paola Fabiani. Merci de nous avoir fait part de votre expérience, de décideuse engagée que vous êtes. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.